je rentre dans le vif du sujet avec les 4 temps qui nous attendent ce matin. Dans un premier temps, quand même, on va repartir des bases et on va voir avec Judith quelles sont les définitions derrière ces concepts clés de diversité et d'inclusion. Ensuite, on va voir comment on met concrètement en place une stratégie, des actions concrètes aujourd'hui. Je pense que tout le monde sait globalement, on entend beaucoup parler de la diversité et de l'inclusion, mais je pense que le passage un peu plus difficile, c'est OK, je me mets vraiment en action, j'ai une méthodologie et je sais comment je m'y prends. Et en plus, voilà, je vous l'ai dit, on a Judith, on a une chance d'avoir Judith aujourd'hui et elle va pouvoir nous partager son retour d'expérience, tout ce qu'elle a pu mettre en place chez Obibi depuis son arrivée. Et on finira, comme je vous le disais, sur un temps de Q&A où on pourra répondre à toutes vos questions, vous partager un petit peu les dernières actus à suivre. Et voilà, on sera pas mal comme ça. Si ça vous va, on démarre directement avec la première partie de ce webinaire, explorer les concepts clés. Mais justement, est-ce que Judy, tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la diversité et l'inclusion et pourquoi tu penses qu'il faut favoriser ça aujourd'hui dans l'entreprise? C'est une bonne question et c'est vrai que la diversité en France, pour votre info si vous ne le saviez pas encore, on en parle beaucoup, c'est vrai, mais on ne s'interroge pas tellement sur le sens des mots. Et la diversité n'a pas encore fait l'objet d'une définition officielle, ni dans la Constitution, ni dans les textes de loi. On parle la discrimination, oui, mais pas la diversité. Alors la diversité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la variété de profils qui peuvent exister dans l'entreprise. Finalement, quelle que soit l'origine, de pays, de région, de quartier, de patronyme, de culture, d'âge, de sexe, d'apparence physique, éventuellement handicap, orientation sexuelle, diplôme, religion, tout ça. Donc en fait, promouvoir la diversité dans une entreprise, ça revient à favoriser les différences dans une entité qui peut éventuellement être trop homogène. Mais comme vous le voyez, en fait, il y a plein de critères qui peuvent être contenus dans le terme de diversité. On a parlé d'origine, âge, handicap, genre, parcours académique, orientation sexuelle. Donc la promotion de la diversité, en fait, ça correspond à l'ensemble des moyens qui vont permettre de garantir une égalité de traitement, une équité en fait entre toutes les personnes dans le domaine de l'emploi. Donc c'est tous les moyens que met en place l'entreprise pour réussir à créer de la diversité dans ses équipes. Mais une fois qu'on a de la diversité, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien d'avoir de la diversité, mais si ces personnes n'arrivent pas à s'intégrer dans une équipe, n'arrivent pas à se sentir bien, n'arrivent pas à être elles-mêmes, à exister en tant qu'elles-mêmes avec toute leur singularité au sein d'une équipe, c'est un petit peu raté comme politique de diversité. Donc l'inclusion, c'est vraiment le pendant nécessaire, indispensable de la diversité. C'est le seul moyen de développer la diversité sur le long terme au sein d'une entreprise. Alors, j'ai parlé d'intégration, mais ce n'est pas à confondre avec l'intégration au sens strict, parce que l'intégration, ça voudrait dire que les personnes, avec leurs différences et leurs singularités, vont se rapprocher d'une forme de norme. Alors qu'en fait, l'idée, c'est que cette norme s'adapte pour inclure ces personnes avec leurs différences et leurs singularités. C'est ça l'inclusion, en fait. L'inclusion, c'est faire partie d'un groupe et se sentir à l'aise d'être soi-même. C'est tout simplement ça. Alors, ça paraît simple, mais la réalité, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons. Et Morgane, tu me posais la question, pourquoi la diversité et l'inclusion? La raison principale, elle est simple, en fait. Déjà, pour moi, je considère que, et c'est mon avis, mais c'est ma valeur, en fait, c'est une question de déontologie en tant qu'RH, je considère qu'on a la responsabilité d'assurer l'égalité des chances. C'est la responsabilité légale, mais c'est également une responsabilité morale, selon moi. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas forcément cette valeur. Moi, à minima, la responsabilité légale, puisque je vous rappelle que la discrimination est interdite, heureusement, même si dans la pratique, il y a beaucoup de discrimination, comme vous le savez. Mais il n'y a pas uniquement cette contrainte légale. Plus de diversité, et ça a été prouvé, et plein d'études le prouvent. Alors après, moi, je n'ai pas toutes les sources des études, mais on n'a plus besoin en fait d'avoir les sources, puisque apparemment, il n'y a plus du tout de doute sur la question. Plus de diversité, ça apporte plus de points de vue, plus de connaissances, plus de compétences. Et je trouve aussi, et ça c'est de mon expérience, que la valorisation des différences est une source de cohésion interne. Moi, je vois chez Obibi, on a des gens qui peuvent être très différents, mais très sincèrement, je n'ai jamais été dans une équipe aussi soudée, mais aussi d'attractivité de marque employeur. Voilà. Mais avant tout, et ça c'est moi, je le fais pas
pour améliorer ce qu'on propose, pour améliorer les services et le produit de l'entreprise, ni pour la marque employeur. Moi, je le fais plus par déontologie en réalité et par responsabilité morale. Mais ça, c'est moi. Je pense que tout le monde est différent là-dessus. C'est aussi une question, effectivement, comme tu le dis, de conviction et même finalement de culture d'entreprise où on va naturellement prôner ces pratiques-là et pas le faire parce que c'est tendance ou parce qu'il faut remplir des quotas, etc. Non, mais après, je peux donner un exemple aussi assez concret sur la richesse que ça apporte au sein d'une entreprise. Donc, moi, je travaille dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, on a un vrai sujet sur la représentation de la diversité dans le jeu. Et c'est une vraie demande de la part de nos joueurs, en fait, c'est d'avoir une représentation de la diversité dans le jeu. Pas que ce ne soit pas uniquement des mâles blancs virils, vous voyez. Aussi parce qu'on a des joueurs qui viennent de différents horizons et qui ont envie de se voir représentés dans le jeu. Et c'est complètement normal. Alors, bon, moi, à leur place, je serais pareil. En tant que femme, en tant que joueuse, j'ai envie de voir aussi des femmes héroïnes. Enfin, voilà. Pas uniquement que des femmes qui se font sauver par des hommes virils. Et donc, pour avoir cette représentation de la diversité dans le jeu, il faut bien qu'on ait une diversité dans les équipes. Parce que qui de mieux pour représenter la diversité que des personnes qui sont elles-mêmes cette diversité. Et c'est la même chose, en fait, pour beaucoup d'entreprises, en réalité, quand ils proposent des produits et des services, pour pouvoir s'adresser au mieux aux différentes personnes, à leur public, il faut qu'ils aient eux-mêmes une diversité au sein de leurs équipes. Ça, c'est la raison business. Comme je disais, moi, ce n'est pas la seule qui m'intéresse. Complètement, hyper intéressant. Partagez-nous dans le chat si vous avez également des anecdotes ou des choses comme ça qui relèvent plutôt de vos convictions, de vos valeurs aussi. Je pense que c'est important de faire le point là-dessus. Et j'ai justement une question à vous poser pour vous dans ce prochain sondage. Quel est le levier de la D&I aujourd'hui que vous souhaiteriez améliorer? Alors, évidemment, il y en a plein des sujets que couvre la diversité et l'inclusion. Moi, je vous en propose quelques-uns qui s'affichent sur votre écran, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat si votre sujet n'apparaît pas. Dites-nous dans le chat quel est ce sujet-là. Ça peut être la parité homme-femme en entreprise. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est le sujet qui est le plus traité quand même aujourd'hui en France en entreprise. Après, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si toi-même tu as un avis, Judith, sur finalement ces sujets-là et leur positionnement, on va dire, leur place dans l'entreprise. J'étais en train de répondre au chat moi-même qui m'apparaissait, du coup, je n'ai pas entendu ta question. Je disais, là, je pose la question, quel levier de la D&I il faut améliorer? Et je disais, par exemple, la parité homme-femme, moi, je le vois chez mes clients, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire que les entreprises sont soucieuses vraiment de respecter cette parité homme-femme, mais je me dis, finalement, il n'y a quand même pas que ça. La diversité et l'inclusion, c'est pas que la parité homme-femme. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça aussi que tu trouves qu'il faut mettre encore plus en avant, qui sont pas encore assez développées en France? Ce qui est vrai, en fait, c'est que, oui, comme tu disais, il y a pas que ce sujet-là. Mais avant de même se lancer, en fait, sur un thème, je pense qu'il faut déjà faire le bilan, et je crois que c'était le sujet que tu voulais aborder par la suite, mais faire l'état des lieux, en fait, au niveau de son entreprise, faire un état des lieux à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est-à-dire mesurer la diversité en interne, donc ça va être homme-femme, mais ça va être aussi l'âge, ça va être le handicap, ça va être l'origine sociale. Alors, on ne peut pas malheureusement tellement mesurer, mais nous, on passe chez Obibi, on passe par Mixity, qui est une solution qui propose justement ce qu'on appelle l'empreinte diversité et inclusion, et dans leurs questions, ils arrivent quand même à mesurer la diversité sociale et culturelle. Donc, voir où on en est, aussi avoir un feedback des salariés sur le sujet et voir ce qu'eux ressentent, en fait, s'ils se sont sentis à un moment donné discriminés d'une manière ou d'une autre, pour plein de raisons différentes. Et à ce moment-là, mettre en place un plan d'action. C'est vrai que c'est compliqué de tout aborder, aller adresser tous les sujets en même temps. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a plein de sujets à aborder. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, la diversité, ça recouvre tellement de choses, c'est compliqué. Si on se dit, va falloir que j'attaque tout ça tout de suite, on peut pas tout faire. De fait, on se sent vite démoralisé et devant une montagne, quoi. Donc, il faut y aller par petits pas. Oui.
Et on va voir ça ensuite ensemble, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses à faire pour sensibiliser les personnes à la diversité en général, aux biais, des choses qui vont permettre une amélioration globale et déjà empêcher une forme de discrimination au niveau du recrutement et favoriser aussi l'inclusion de personnes par la suite. Et ensuite, on peut s'attaquer aux data et aux éléments quantitatifs concernant notre entreprise s'il y a vraiment des éléments à attaquer. Je sais que dans le jeu vidéo, le sujet, effectivement, c'est la parité homme-femme. On a moins de femmes que d'hommes, et c'est aussi le secteur qui veut ça, en fait. Et je sais qu'on a un syndicat professionnel qui agit beaucoup sur le sujet et qui va aussi organiser des actions dans les écoles qui visent les publics féminins pour aller les sensibiliser aux jeux vidéo et la tech en général, hein, tous les métiers techniques. Mais bon, voilà, chaque entreprise, en fait, a ses singularités et je pense qu'en fonction des entreprises, en fonction de l'état des lieux, finalement, l'approche, l'angle d'approche va être différent. Oui. Et puis, il faut choisir ses batailles. Selon ton secteur d'activité, tes convictions, etc., il y a aussi des choix à faire. En tout cas, là, dans le sondage, il y a quand même une bonne majorité, 43% des participants qui sont avec nous, qui répondent plutôt à la diversité des profils recrutés. Donc, voilà, améliorer ce pan-là de la diversité et de l'inclusion, d'aller chercher des personnes de tout horizon, de nationalités différentes, mais aussi de parcours différents, pour créer cette cohésion et avoir cette créativité aussi dont tu parlais plus tôt. Et 21% des personnes ici présentes nous partagent aussi le besoin de développer la partie parité homme-femme, mais aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, il y a quand même des sujets aussi autour de ça, des sujets de développement là-dessus. Oui, et puis la parité homme-femme, il y a aussi le fameux plafond de verre, il existe aussi, quoi. C'est aussi la parité homme-femme, c'est aussi à un certain niveau dans le management, au niveau top direction, etc. Donc c'est là où on va avoir un sujet. Oui, complètement. Et tu commençais à nous en parler, et je pense que la question qu'on se pose aussi tous finalement, c'est de savoir comment concrètement, ok, je sais que je veux améliorer la parité homme-femme, mais comment je m'y prends concrètement, comment je mets en place une stratégie, des actions concrètes. Toi, Judith, de ton expérience à toi, qui est-ce qui est dans l'entreprise aux commandes du sujet et comment est-ce que toi tu t'y prends? Tu commençais à nous en parler, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je pense que déjà, souvent c'est un sujet qui démarre au niveau de la direction des ressources humaines, mais on ne peut pas avoir un projet D&I ou une politique D&I dans une entreprise si la direction n'est pas intimement convaincue. Je voyais encore sur LinkedIn ce matin quelqu'un qui témoignait en disant voilà, elle est formatrice d'IENA et elle a fait une formation et les gens étaient très contents, mais disaient oui, mais moi après mon entreprise me fait passer cette formation d'IENA, mais derrière quand je recrute, on me dit de recruter des gens d'une catégorie bien spécifique, ou sous-entendu de la discrimination. Donc c'est très contradictoire. Donc ça, pour moi, c'est pas tolérable. Et j'ai eu cette expérience-là aussi en tant que recruteuse en grand groupe. Donc ça, c'est pas tolérable. Donc si la direction n'est pas 150% engagée sur ces sujets, avec zéro tolérance en fait pour la discrimination, ça peut pas marcher. Et c'est ça la grosse difficulté, je pense, parfois dans certains grands groupes, c'est que tout le monde n'est pas complètement aligné. Ou même en start-up en réalité. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai cette chance où j'ai une direction qui est complètement engagée sur le sujet et qui me propose même des actions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Voilà. Après, tout le monde, comme tu m'as dit sur cette slide, tout le monde doit être impacté. C'est qu'en réalité, toutes les personnes vont ensuite contribuer à l'inclusion. Donc la diversité, ça va plutôt être l'affaire des managers et des recruteurs. Mais l'inclusion, c'est tout le monde qui va y contribuer, pas seulement les managers. Donc, c'est vrai qu'idéalement, c'est bien quand tout le monde est sensibilisé sur le sujet. Voilà. Oui, complètement. Et je rebondis sur le côté un petit peu les sponsors. La direction doit être hyper alignée avec ça parce que si votre département RH est un petit peu tout seul à se positionner sur ces combats-là, je pense qu'il faut... et c'est pour ça que c'était important qu'on en parlait dès le début, c'est pourquoi favoriser la diversité et l'inclusion. Il y a plusieurs aspects. Il y a notamment aussi l'aspect business quand même qui est important de relever parce que ça va notamment être des éléments qui vont vous permettre de convaincre votre direction d'aller dans ce sens-là. Et après, une fois que des choses seront testées, je pense que ils y verront plus clair aussi sur tous les bienfaits et tous les apports que ça a au sein de l'entreprise. Mais effectivement, je pense que
si les RH sont un petit peu tout seuls sur ce chantier, c'est compliqué. C'est encore une fois une question de culture d'entreprise, de conviction que partagent tous les membres de l'entreprise. Exactement. Je rebondis juste sur le message de Alice dans le chat. Je comprends le fait, et c'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a plus de femmes que d'hommes, et qu'on aimerait avoir peut-être plus de diversité, plus de parité dans l'autre sens pour une fois. Et je suis d'accord aussi avec le fait qu'on n'a pas envie de faire de discrimination positive. Alors là-dessus, franchement, moi, je suis pas extrémiste sur ces sujets. Je me dis, il y a quand même des secteurs où, intrinsèquement, il y a plus d'intérêt pour les femmes que pour les hommes. Alors après, on peut revoir toutes les théories sociologiques. On dit qu'on a été influencé depuis notre naissance sur le sujet. Peut-être, et nous, ça, on pourra malheureusement pas y changer grand-chose. Et parfois, on peut faire, en tout cas, au niveau recrutement, faire tout son maximum pour élargir ses bases de sourcing et élargir en fait au maximum les provenances des CV, etc. Après, il faudra toujours, je pense, recruter à compétences égales, donc sans faire de discrimination positive. Mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs où il y a ces déséquilibres et c'est intrinsèque et on n'y peut pas grand-chose. Et là-dessus, franchement, je pense que vous y pouvez rien. Merci pour la réponse. Du coup, Alice, tu nous diras si tu as d'autres questions ou s'il y a d'autres best practices qui peuvent t'aider. Mais je sais, Judith, que tu as aussi prévu plus tard une slide sur les biais dans le recrutement. Donc, ça pourra aussi être intéressant. Ça pourra peut-être compléter tes propos. Et pour revenir du coup sur la partie stratégie, tu nous as parlé de l'état des lieux. Est-ce que tu peux revenir un petit peu concrètement sur ces 3 étapes et comment toi, tu les mets en place potentiellement chez Obibi? Oui, alors l'état des lieux, c'est ce que je disais, donc c'est mesurer l'état de la diversité de façon quantitative et aussi qualitative pour savoir d'où on part. Moi, quand je suis arrivée chez Obibi, j'ai regardé quelles étaient les pratiques de recrutement, comment étaient organisés les process de recrutement, qu'est-ce qu'on communiquait aussi dans nos annonces. J'avais vu aussi que notre page Welcome to the Jungle était quand même parler aux mecs, en fait, beaucoup plus qu'aux femmes. Donc, j'ai revu ça, j'ai revu le wording. Enfin, voilà, mesurer, donc faire l'état des lieux, fixer des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là et puis sensibiliser. Alors ça, on va revenir là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et important. C'est que les actions de sensibilisation, c'est absolument essentiel pour faire évoluer les mentalités, les pratiques, transformer la culture d'entreprise sur ces enjeux-là. Les objectifs, c'est d'une part à l'échelle collective, en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inégalités, de discrimination à l'encontre de certaines catégories de personnes. Tout le monde ne s'en rend pas compte quand on est RH, quand on travaille sur ces sujets. Évidemment, on en entend parler tout le temps, mais les salariés, eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et à l'échelle individuelle, c'est surtout de prendre conscience de ses propres préjugés et biais. Et en fait, souvent, les personnes bien intentionnées vont dire « mais moi, je n'ai pas de biais, j'ai pas de préjugés, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, et peut-être, mais en fait, tout le monde a des biais. » Et il y a un test qui est super intéressant, je vous l'enverrai sur les implicit bias, ça a été fait par Harvard, et faites-le parce que c'est même assez flippant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous des biais, on en a tous. Et parfois, certains qui sont très, très fortement ancrés. Donc, ces sensibilisations, vous passez par des prestataires externes, permettent à tout le monde de se rendre compte de ça. Et s'en rendre compte, c'est important parce que si vous vous rendez compte de vos biais, ensuite, quand vous êtes en entretien de recrutement, vous pourrez vous dire « Attends, là, il y a mon cerveau qui est en train de se mettre en marche, de me faire prendre un raccourci rapide pour me faire aller à cette conclusion-là, mais c'est un biais. » Donc, vous en rendez compte et vous empêchez ce biais de vous influencer au niveau de votre décision. Et si vous n'avez pas cette prise de conscience avant, en fait, vous n'arriverez pas à vous défaire de ces biais en entretien. Et les biais, c'est vraiment le principal ennemi, en fait, du recrutement. Voilà. Et nous, ce qu'on avait fait également chez Obibi, au niveau de la sensibilisation, alors c'était assez sympa, on avait fait une campagne, alors c'était une plateforme qui s'appelle Remixed. Alors c'était des vidéos, mais il y avait également des petits questionnaires. Ça durait 20-25 minutes et on a fait 4 campagnes différentes, une sur le sexisme, une sur le racisme, une sur l'homophobie, une sur la parentalité. On avait choisi, en fonction aussi, comme on disait tout à l'heure,
il faut faire un état des lieux et savoir sur quel sujet on souhaite s'engager. Donc, nous, c'est les sujets sur lesquels on avait souhaité s'engager chez nous. Et associé à chaque… donc, les petites vidéos, c'était des vidéos assez drôles, en fait, qui permettaient de mettre qui mettaient en scène des personnes qui avaient des biais et des préjugés. Et après, on décortiquait ces biais et ces préjugés pour rétablir, en fait, l'état des choses, et avec des chiffres intéressants, justement, sur l'état des préjugés sur ces différentes catégories de personnes. Et ensuite, il y avait des petits surveys interne, donc à l'entreprise. Anonyme, c'était traité par le prestataire pour savoir si les personnes en interne avaient déjà été témoins ou victimes en l'occurrence de sexisme, de racisme, d'homophobie ou bien de discrimination vis-à-vis de leur statut de parent. Et les résultats étaient très bons. Donc, c'était pour nous un double objectif, à la fois sensibiliser donc, sur ces sujets-là et puis faire aussi un état des lieux, mais là au niveau vraiment des ressentis des salariés sur les discriminations éventuellement vécues. Donc, et ça avait été plutôt bien reçu en interne, sauf que, entre guillemets, en réalité, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où les choses se passent plutôt bien et où du coup les résultats des surveys étaient très bons et où du coup ils s'inquiétaient un peu de nous voir mettre en place ce genre d'action assez poussée en se disant est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal chez nous, quoi, dont on n'est pas au courant. Donc on les avait aussi rassurés en disant bon, effectivement on est peut-être allé un petit peu trop tête baissée en mettant en place toutes ces actions-là, sans les alerter en amont que ce qu'on faisait avant tout c'était de la prévention, que la prévention c'est nécessaire. Et que même s'il n'y avait pas de sujet qui nous était remonté, on ne faisait pas ça suite à un gros accident en interne, une grosse discrimination, quelque chose d'affreux où derrière on met en place un plan d'action. Non, il n'y avait rien eu qui nous était remonté. On avait mis ça en place en prévention et on leur avait expliqué aussi, et ça ils en étaient très fiers, que nous on souhaitait être un laboratoire de bonnes pratiques au sein de cet écosystème du jeu vidéo qui peut avoir, pour le coup, où il y a encore beaucoup de problèmes sur certains sujets. Je pense notamment aux violences sexistes et sexuelles. Et que du coup, on souhaite vraiment être exemplaire là-dessus et sortir du lot. Et ça, ils l'ont compris, ils l'ont entendu et ils ont mieux compris la démarche. Mais donc ça, c'est aussi mon retour d'expérience là-dessus. Je pense qu'on a fait une erreur en se lançant un peu trop tête baissée. Et au final, ça a été ressenti comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi, alors que tout allait bien. Mais bon. Vous avez eu un raisonnement du coup très proactif vs réactif où finalement on a tendance parfois à réagir parce qu'il y a eu un problème et on se dit oups en fait ok on va mettre des choses en place pour solutionner une situation. Vous avez eu le réflexe inverse et je pense que c'est quand même le plus simple aussi, c'est le préventif, c'est beaucoup de pédagogie parce que finalement il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas exactement ce qu'on met derrière la diversité et l'inclusion, qui sont pas forcément sensibilisés, effectivement, éduqués à ces sujets-là. Et parfois aussi, ça permet de libérer un petit peu la parole parce que comme ça, demain, s'il y a le moindre problème, même quelque chose qui pourrait paraître minime pour une personne, elle sait que vous mettez des choses en place et du coup, vous êtes réceptif par rapport à ces sujets et qu'elle va pouvoir venir vers vous et vous en parler. Parce que j'ai été aussi témoin chez des clients dans des entreprises où les personnes elles peuvent constater des formes de discrimination et elles vont rien dire parce que de toute façon, elles n'ont pas forcément confiance qu'il y a des choses qui sont mises en place sur le sujet, elles n'ont pas forcément l'impression qu'elles vont être écoutées. Et du coup, si déjà vous faites de la pédagogie, de la prévention par rapport à ça et que vous montrez que vous y portez un intérêt fort, ça va permettre en prévention, comme tu le dis, de régler déjà pas mal de choses avant même qu'elles se produisent. Oui, voilà, c'est ça. Et là, typiquement, en ce moment, on est en train de relancer un sondage avec Mixity, parce que je l'ai lancé hier. Et je leur ai expliqué que on avait mis en place plein de choses l'année dernière et qu'avant de se relancer dans quoi que ce soit, on voulait faire un état des lieux, voir quel était leur ressenti. On a eu aussi beaucoup de nouveaux arrivants, donc c'est aussi l'occasion de leur passer le message qu'on est là sur ces sujets. Et dans les questions qu'on leur pose, c'est est-ce que vous êtes au courant de qui contacter si jamais il y a un problème en interne? Que si la majorité vont dire non, là, on va savoir qu'il faudra relancer un peu de com sur le sujet. Je vais répondre juste à la question de Frédéric, si est-ce qu'on utilise l'écriture inclusive? Oui, après, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'écriture inclusive. Je m'adresse aux hommes et aux femmes. Je ne vais jamais écrire, on recrute un développeur, par exemple, ça va être une développeuse, toujours. Et typiquement, il y avait aussi
la page Welcome to the Jungle qui avait été rédigée. C'était très genre on est des pirates, vous savez, un peu le langage des startups, très cool et tout. Et moi j'ai dit non mais pirates ça va pas du tout. Déjà on n'est pas des pirates n'importe quoi, on est juste une équipe normale. Et deuxièmement, pirate c'est très masculin quoi. Donc on va zapper ça. Et voilà, il y avait plein de petites choses comme ça qui selon moi en fait s'adressaient trop à un public masculin et que j'avais gommé. Après voilà, j'ai pas fait relire à des spécialistes de l'écriture inclusive, mais je fais néanmoins très très attention. Est-ce qu'on s'est rapproché d'associations pour faciliter? Alors oui, Mathilde, effectivement. En fait, nous, dans le gaming, on a une association qui s'appelle Women in Games, qui est vraiment l'association référente sur le sujet, qui met en place plein de choses, qui a une newsletter, qui organise des événements régulièrement, qui intervient dans les associations. Donc, on a dans les entreprises, pardon. Donc, on a effectivement un contact avec Women in Games. Après, est-ce que c'est notre contact avec Women in Games qui a facilité le recrutement de profils féminins? Non, je pense pas. En revanche, et ça, c'est mon retour d'expérience, là, on a recruté pas mal de profils féminins cette année. On est hyper contents dans certaines équipes, l'équipe artistique, où on pourrait penser qu'il y a des profils féminins, mais en fait, c'est le profil artistique du jeu vidéo. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Et là, on est à la parité sur cette équipe-là cette année, donc on est hyper contents. Et ce qui a facilité en fait le recrutement de profils féminins, je pense, et parce que c'est aussi les retours que j'ai eus de la part des candidates, c'est toutes ces actions qu'on a mis en place dans la durée, toute la communication qu'on fait aussi depuis 2 ans sur tous ces sujets-là, notre présence sur un certain nombre d'événements. Nous, on a un événement professionnel qui s'appelle le Game Camp, qui est l'événement professionnel organisé par le syndicat professionnel des jeux vidéo, c'est tous les ans. Je suis intervenue sur ce sujet de la diversité et l'inclusion. On fait énormément de prises de parole. Et en fait, ça rassure, quoi, tout simplement. Tout ça plus, pareil, nos profils féminins en interne qui vont prendre la parole elles-mêmes, en fait, sur les réseaux sociaux, dans des événements, pas juste par rapport à la diversité et l'inclusion, mais aussi par rapport à leur travail et par rapport au fait qu'elles se sentent bien chez nous. Tout ça, en fait, contribue à générer un sentiment extrêmement positif autour de l'entreprise sur ces sujets-là et à rassurer les candidates. Je dis les candidates parce que l'on parle des femmes, mais enfin tous les candidats en général. Et je pense que c'est important et c'est la cohérence en fait entre aussi ce qu'on annonce et la réalité des faits, parce qu'on a aussi on est une petite équipe, on est 60. 60, il y a des départs de temps en temps comme toute entreprise, mais ces départs-là, c'est des ambassadeurs derrière par rapport. Le jeu vidéo, c'est comme tous les secteurs, c'est quand même un secteur où tout le monde un peu se connaît, où vous avez toujours des accointances avec des salariés d'autres studios, les gens parlent, ils savent en fait, ils savent ce qui se passe. Et donc cette cohérence entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait, et j'en parle souvent sur LinkedIn, c'est si important. Et ça se sait au bout d'un moment. Au bout de 2 ans, parce que moi ça fait 2 ans que je suis là exactement, d'approche active sur tous ces sujets-là, de cohérence, de résultats concrets, les gens le savent. Et c'est ça aussi qui fait qu'on attire des profils différents à la fin et qu'on réussit nos objectifs et les profils féminins, mais pas que. Parce qu'on sait les rassurer et quand ils pensent je vais être dans une boîte où je vais être bien, où je vais pas subir de sentiments, enfin je vais pas ressentir de violences sexistes, voire être victime de violences sexuelles. À quel studio je pense? Je pense à Obibi. Et c'est Obibi qui arrive au top of mind. Grâce à tout ça, en fait. Pas juste parce qu'on est passé par une association. C'est important aussi. Mais c'est pas que ça. C'est tout un positionnement et c'est un travail de longue haleine. Et c'est une cohérence surtout. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre la cohérence entre la direction, entre l'intention de la direction, tout cette inclusive diversity, inclusion washing, inclusive washing qu'on peut avoir avec des boîtes qui se positionnent sur ces sujets, qui en parlent, mais qui derrière n'ont aucune cohérence en interne. Ça, c'est pas possible, parce que ça se sait. Et il ne faut pas prendre les gens pour des idiots.
C'est clair. On a une question également de Camille. Si tu veux, on y répond rapidement et puis après, je te laisse aussi dérouler les autres bonnes pratiques qui vont être hyper inspirantes, je pense, pour nos auditeurs. Alors, du coup, Camille nous dit, pour faire l'état des lieux en interne, niveau femmes-hommes, c'est plutôt simple. Nationalité aussi, il suffit de compter le nombre de nationalités renseignées. Mais comment on s'y prend, par exemple, pour l'orientation sexuelle? Car en tant qu'employeur, nous ne sommes pas censés être au courant. Ou est-ce que vous parler plutôt de la communication de la société et du vocabulaire utilisé pour qu'il ne soit pas excluant? Comment est-ce que toi, tu fais un petit peu tes data, ouais. C'est pour ça que pour l'état des lieux, nous, on passe par une société externe, en fait, où tout est anonyme, où vraiment ils s'engagent, en fait, sur l'anonymat. Ils se connectent au site pour répondre au sondage. Il n'y a aucune donnée qui n'est enregistrée, pas de mail, rien du tout. Enfin, voilà. Et puis par rapport à ce qui nous est communiqué, les chiffres, c'est assez simple, mais sur les retours, par exemple, écrits qu'ils peuvent faire lors du sondage, c'est revu par des consultants pour que, en fait, nous, on n'ait aucune idée d'où ça peut venir. En fait, il faut que ce soit le plus neutre possible. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je recommande de passer par des sociétés externes pour cet état des lieux. Alors après, effectivement, ce qui est des statistiques possibles en interne, hommes-femmes, l'âge, le handicap, mais éventuellement, ça, par contre, le parcours académique, vous pouvez vous en rendre compte. Hein. Si vous avez que des bacs plus 5, vous pouvez vous en rendre compte. Donc, tout ce qui est possible, vous pouvez le faire à votre niveau. Ça vous donne déjà un bon niveau d'analyse, parce qu'effectivement, les états des lieux externes, ça a un coût. Nous, là, on passe par la plateforme parce qu'on voulait vraiment garantir un parfait anonymat à nos salariés et qu'ils se sentent le plus libre possible, en fait, de s'exprimer sur aussi des retours d'expérience ou des idées d'amélioration qu'ils pouvaient avoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Tu nous diras, Camille, si c'est clair pour toi et si tu as besoin peut-être que Judith te précise quels sont les prestataires externes peut-être auxquels elle fait appel ou qu'elle connaît, qu'elle peut peut-être te recommander. Toi, tu as l'habitude, c'est que tu connais quand même pas mal l'écosystème, je pense, Judith. Oui, c'est Mixity, en fait, avec qui on travaille. Je vous le mets en commentaire. Je pense qu'il n'y en a pas 10 000, hein, des prestataires qui font ça. Super. Du coup, je te laisse continuer. Donc, on a bifurqué dans la partie retour d'expérience où tu as déjà pu commencer à nous dire comment tu mets les choses concrètement en place toi chez Obibi. Donc là, tu nous as parlé de la sensibilisation des équipes. Je sais qu'il y a d'autres sujets, notamment, on en parlait là déjà, les biais dans le recrutement. Comment vous faites concrètement chez Obibi? Déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a fait une attention particulière à la rédaction des offres d'emploi. Donc, il n'y a pas de genre masculin et féminin. Il n'y a pas de genre, pardon. Il n'y a pas de genre masculin. Donc, on mixe genre masculin et féminin. Donc, c'est un, une, etc. Ça, on fait très attention. Évidemment, j'ai déjà vu des offres d'emploi qui donnent des critères d'âge. Enfin, ça, c'est pas possible, quoi. Ou des critères, ou alors typiquement aussi des critères sur l'école. Genre, je veux que des personnes qui ont fait une école de commerce niveau 1, par exemple, n'importe quoi. Pourquoi? Donc ça, évidemment, pour moi, c'est même une évidence, mais c'est complètement impossible. Ensuite, ce qu'on a fait également, donc on a formé les managers au biais inconscient et aux entretiens structurés. Donc, c'est moi qui les fais directement, parce que j'ai eu l'expérience de ça et que je n'ai pas forcément besoin de passer par un prestataire externe pour le faire. Donc voilà, les entretiens structurés, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on fait plutôt des entretiens semi-structurés, parce que structurés, c'est vraiment poser uniquement les questions qu'on a préparées en amont, qui sont basées sur les compétences demandées pour le job, et uniquement ces questions-là, pas aller sur une discussion un peu plus ouverte. Donc, ce qui donne un peu un interrogatoire de police, moi, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que c'est assez peu pratiqué. Hein. C'est très théorique, les entretiens purement structurés. Donc, entretien semi-structuré, il y a une partie évidemment plus de découverte, CV, et puis des questions qui vont être basées sur la job scorecard, c'est-à-dire la fiche de poste et les compétences qui ont été identifiées en amont. Donc, ça, on le fait systématiquement. Je l'aurais fait, du coup, pour pouvoir aussi leur permettre de préparer leurs questions. Je leur avais préparer un référentiel de questions basé sur les compétences. Donc, c'est des exemples de questions. Après, bien sûr, ils peuvent aussi improviser. Je ne suis pas
Je suis pas à ce point-là dictatrice, mais ça leur a donné une bonne base en tout cas. Et puis, je les ai faites en français et en anglais, dans le cas où on a des entretiens en anglais. On utilise également systématiquement des grilles d'évaluation qui sont basées sur les compétences. Moi, je ne veux pas qu'on me dise bah non, ce candidat ou cette candidate, je ne la sens pas. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Parce que voilà ce qu'on attend dans les compétences, sur comment est-ce que tu évalues la personne sur l'ensemble de ses compétences. Sachant qu'on utilise, et je pense que c'est hyper important dans nos métiers, et en plus c'est possible de le faire, mais on utilise systématiquement des tests techniques. Donc ça va être soit en développement, pour les postes artistiques, mais aussi en marketing. Enfin, tous les postes, en fait, on a des tests techniques. Donc ça commence par là. Donc c'est vrai que c'est aussi, je trouve, une bonne façon d'objectiver un recrutement, un test technique. Alors faire attention aussi sur les tests, à ne pas faire travailler les candidats une semaine sur un test, parce qu'on a déjà vu ça, ou leur faire des trucs que vous n'arrivez pas à faire en interne. Il faut que ce soit quelque chose, il ne faut pas que ce soit de l'utilisation gratuite de main-d'œuvre, hein, les tests techniques. Je dis ça, mais c'est aussi des pratiques qui peuvent arriver. Donc, moi, je fais attention, les candidats, ils passent maximum 2 ou 3 heures sur un test et on leur fait systématiquement un retour également sur ces tests techniques. Voilà, mais je pense que le test technique, c'est hyper important pour évaluer les compétences. Est-ce que tu utilises aussi des tests de personnalité? J'allais dire, on a utilisé les tests de personnalité. On l'a fait, là, on arrête. On l'a fait, pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Après, je pense qu'il faut que les managers soient formés à l'utilisation des résultats des tests de personnalité, parce que ça peut aussi être une source de biais. C'est-à-dire que si vous voyez le résultat du test de personnalité, vous allez avoir peut-être un biais de confirmation en disant ah ben oui, moi j'avais senti que la personne était timide en entretien. Ah ben regarde, là c'est marqué qu'elle va avoir des difficultés à aller vers les autres, et puis donc sinon c'est parce que je recherche, et puis pof. Alors qu'il y a plein d'autres choses, et puis qu'en plus, le test de personnalité, il y a un côté un peu, je mets ça entre guillemets, parce que l'utilisation du mot peut être différente, mais caricatural. Caricatural, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est comme une caricature. On force certains traits. Rappelez-vous, vous voyez peut-être les portraits Place des Ternes à Paris, une caricature, c'est ça. On reconnaît bien la personne, mais les traits sont un peu forcés, d'accord? Et moi, j'incite toujours les managers à passer eux-mêmes le test de personnalité et à voir eux-mêmes le résultat du test de personnalité. Ils se rendent compte qu'eux aussi, ils ont plein d'axes d'amélioration, que peut-être que s'ils regardaient ce résultat de ce test de personnalité, ils ne s'embaucheraient pas. Et ça leur permet d'avoir un peu de recul déjà. Et puis les former. Et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à former mon manager recruteur au test de personnalité, à l'utilisation des tests de personnalité, et j'avais du mal à leur envoyer les rapports. Donc, je faisais un tri sur les rapports. Les rapports, au final, c'était plus pour moi. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, bon, c'est pas la peine de payer des tests que finalement, on n'utilise que très peu. Alors que chez nous, c'est vrai que le côté test technique, c'est plus important que la partie test de personnalité. Et puis, pour s'assurer du respect de nos valeurs, qui ne sont pas non plus très compliquées, l'entretien peut suffire. Donc, on va abandonner. Mais c'est quelque chose à laquelle je suis assez favorable. Ok, effectivement, à l'inverse d'un test technique, le test de personnalité, il est plus libre d'interprétation. Donc, nous, pour en avoir aussi fait côté Ego, on aime bien utiliser Assess First, mais c'est vrai que on est quand même... et je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à retirer de ce type d'outils, et notamment d'Assessforce qui est hyper bien conçu. Mais il faut aussi effectivement être accompagné dans l'interprétation, parce qu'on peut très vite se dire ah bah tiens, moi mon profil dit que je suis comme ci comme ça, donc du coup je vais rechercher ça aussi chez l'autre, et du coup de vouloir comparer, et finalement c'est pas forcément la bonne stratégie à avoir, c'est pas ce qu'on veut prôner aujourd'hui, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils ont aussi un taux de matching, alors ça c'est intéressant, mais pareil, à voir comment c'est construit, mais ça te permet de savoir à quel point tu as des affinités professionnelles et tu vas être en capacité et à l'aise à collaborer avec telle ou telle personne en fonction du coup des 2 tests de personnalité réalisés. Je sais pas, je ne travaille pas chez Assessforce, donc je ne sais pas comment ils calculent ça concrètement. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant à avoir, mais je pense que c'est pas la seule faut faire attention.
Puis c'est vrai qu'ils te le vendent un peu comme un algorithme prédictif, c'est-à-dire que tu passes ton test et ça va vraiment prédire ta réussite dans un poste. Encore une fois, nous, on est sur des métiers extrêmement techniques, donc la personnalité ne fait pas tout. Et puis, oui, cette histoire de match, là c'est pareil, je suis très méfiante. Par exemple, on avait fait le test avec mon boss et on avait genre un match inférieur à 30%. Alors que je pense que c'est le meilleur boss que j'ai eu depuis le début de ma carrière et avec qui je m'entends extrêmement bien. Alors certes, on a des personnalités. Par contre, effectivement, on a des personnalités qui sont diamétralement opposées sur certains points. Mais on arrive très bien à travailler ensemble dans le respect. Donc, c'était un peu dangereux parce que vous allez voir le truc, ah bah, match 25%, bah non, je ne veux pas le prendre. Oui, bah, voilà, oui, c'est mais ça. en fait, ça ne veut pas dire que les personnalités sont différentes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Et puis parfois, être complémentaire, c'est important. Et puis moi aussi, c'est aussi pour ça qu'il m'a pris sur mon poste de RH, parce qu'il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire, qui sont dues aussi à sa personnalité, et que moi, je veux avoir plus de souplesse dans la façon de faire, et ce qui correspond plus à ma fonction. Donc, attention à tout ça. Il faut vraiment être bien formé, avoir le recul nécessaire, et ce n'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, je pense. Oui, apprendre avec du recul, complètement. Oui, oui. Super. Si vous avez des questions sur toutes les questions de biais, recrutement, etc., n'hésitez pas à nous les poser, on pourra revenir dessus. Je sais qu'il y avait aussi une chose qui était importante pour toi et tu nous en as parlé, je pense, tout au long du webinaire, finalement, c'est ce qui ressort, c'est cette culture inclusive que vous avez chez Obibi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Judith? Oui, bah c'est vrai que c'est ce que j'ai mis là sur la slide, c'est que déjà, nous, ça, on a je pense, au sein de nos valeurs, la première valeur, c'est l'humilité. Donc, être humble, c'est vrai que ça implique de respecter les autres. Et cette humilité-là, c'est quelque chose qu'on teste pour le coup en entretien, qu'on sent aussi assez rapidement. Donc, c'est quelque chose que nous, on a à cœur de maintenir chez Obibi. Donc ça aide aussi beaucoup à la mise en place d'une culture inclusive. Après, je l'ai mis en dernier point sur la slide, mais c'est important aussi, c'est que nous, on a nos activités team building, pareil, sont hyper inclusives. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui sont prévues pour tout le monde. Et je donne aussi cet exemple la dernière fois sur LinkedIn, c'est qu'on a mis en place récemment un off-site. Donc, c'était un séminaire de 3 jours. Ils sont partis au Maroc 3 jours. C'était très festif. On va dire, ça ne correspond pas à tout le monde, ce genre d'activité. Et on n'a pas du tout imposé, en fait, à l'ensemble des salariés, à certaines personnes, parce que c'est des parents solos, parce que c'est pas leur personnalité, ça ne correspond pas à leur personnalité, en fait, de vouloir aller 3 jours au Maroc, dans un hôtel, faire la fête, voilà. Parce que par certaines personnes n'ont juste pas envie, en fait, parce que ils seraient pas à l'aise. On n'a pas imposé. C'est vrai que c'est quelque chose qui souvent est imposé dans les entreprises. Nous, c'est quelque chose qu'on respecte, et donc on a mis en place d'autres activités sur le temps de travail au bureau, sans jamais culpabiliser les personnes qui n'ont pas fait le souhait d'y aller, quoi. Voilà, c'est aussi ça l'inclusion. Après, bon, il y a plein de petits exemples, mais ça, c'est sur la partie parentalité, donc signature de parental act. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est la prise en charge à 100% du congé second parent. Sur la parentalité également, on finance la part employeur de la crèche, donc de la fin du congé mat jusqu'à la maternelle. Ça, c'est aussi un exemple de choses qu'on fait. Je pourrais encore donner plein d'exemples, et ça, encore une fois, on est toujours dans une logique d'amélioration là-dessus, et c'est aussi la raison pour laquelle, là, en ce moment, on refait cette enquête pour connaître les perceptions des salariés et savoir quels sont leurs besoins pour continuer à s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Restez toujours connecté à ces équipes et savoir quels sont leurs besoins. C'est comme ça que vous allez mettre en place vos actions. Ce n'est pas hors sol, sans savoir ce qu'ils ou elles ressentent et ce dont ils ou elles ont besoin. Ouais, complètement. Je pense que ce que tu partages là, c'est hyper intéressant et ça fait partie, je pense, des premières étapes aussi à mettre en place. Moi, c'est ce que j'appelle l'Employee Net Promoter Score. C'est finalement le sondage où tu vas mesurer, au même titre qu'on peut mesurer aujourd'hui avec un NPS, la satisfaction d'un client. Et bien, en fait, aujourd'hui, c'est complètement adapté à l'employé aussi pour te dire, OK, bah, si tu veux améliorer en continu tes pratiques dans l'entreprise, que ce soit sur la diversité, l'inclusion, mais même sur tout un tas de sujets, et nous, c'est ce qu'on met en place chez nos clients côté AEGO, eh bien, c'est déjà de donner la parole à tes collaborateurs et de voir quels sont, eux, les sujets qui sont importants, prioritaires pour eux,
comprendre les pain points, là vraiment où il y a des douleurs, là où il y a des situations à corriger peut-être. Et là, du coup, c'est pas nous, RH, directeurs, etc., qui prenons des décisions parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on voit un intérêt là-dedans, mais on le fait en collaboration directe avec les collaborateurs parce que eux, ils ont des besoins, des attentes concrètes et fortes. Et du coup, ben, c'est un mix des deux qui fait qu'on va pouvoir mettre des choses en place et les améliorer en continu. Et ce INPS, c'est vraiment un sondage qui est anonyme, qui va permettre à tout à chacun dans l'entreprise de pouvoir partager de manière hyper transparente tous les besoins, même des suggestions, tout ce qu'il veut pour pouvoir faire avancer les sujets et prioriser les sujets dans l'entreprise. Oui, non, c'est vrai que c'est super important. Et je voulais juste rajouter un point aussi, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en reparle là parce que j'ai eu un exemple récemment sur la cohérence, sur la partie culture inclusive. Récemment, j'avais un de mes collègues qui me parlait de sa compagne qui travaille dans un grand groupe, qui s'engage publiquement sur les sujets de diversité et d'inclusion. Il doit avoir les meilleures notes au niveau des grands groupes français qui mettent en place ces démarches-là. Néanmoins, sa compagne, la dernière fois, on lui a collé une réunion de 19h à 20h. Elle est jeune maman. Elle a fait comprendre que c'était le seul moment où elle pouvait voir son petit, et donc ce serait bien de la faire à un autre moment. Elle a eu un soupir excédé de la part de son manager, et on lui a fait comprendre que c'était pénible. Ça, c'est pas tolérable. C'est pas une culture inclusive. On ne peut pas mettre en place quelque chose d'un côté et faire comprendre aux gens que en fait, qu'ils ne peuvent pas en bénéficier, ou alors que c'est pénible. C'est pas possible. C'est intolérable. Et c'est très courant. Donc la culture inclusive, c'est pareil. C'est pas uniquement des engagements théoriques pour dire on fait ça. C'est aussi respecter dans la pratique les choix des gens pour les faire se sentir bien, quoi. Enfin, ça paraît évident, mais c'est tellement pas évident. Vous allez prendre 10 entreprises autour de vous, je pense que dans 9 cas sur 10, vous allez avoir, dans 9 entreprises sur 10, vous aurez avoir ce type d'exemple. Pareil, dans cette entreprise, ils ont mis en place un congé second parent allongé, donc plus que la durée légale, mais on fait comprendre au papa que 2 semaines, ça suffit peut-être. Donc non, c'est pas possible en fait. C'est les mindsets, c'est les états d'esprit, en fait, c'est effectivement cette culture, il faut l'incarner, quoi. C'est pas juste sur le papier. Et puis, c'est pas possible. Enfin, ça ne peut pas être toléré, en fait. Alors, je vois Camille qui dit, je ne sais pas si on aura le temps de parler de handicap. C'est une question, selon vous, comment encourager au mieux nos collaborateurs à se déclarer RQTH? Alors, je suis d'accord, Camille. Moi, j'ai eu le sujet plusieurs fois dans ma carrière. Il s'avère que c'est compliqué. Et moi, vraiment là-dessus, je n'encourage rien. Enfin, on trouve d'autres manières de ne pas payer l'amende, comme vous dites. On passe par des prestataires externes. On travaille avec une société externe, par exemple, pour la gestion des déchets, qui a donc un statut particulier qui nous permet de ne pas payer l'amende, comme vous dites, RQTH. Mais franchement, je ne pousse pas du tout les salariés. Je l'ai fait en tant que jeune RH il y a 15 ans. Je me suis pris un scud qui est remonté à la direction en me disant vous voulez nous mettre dans vos statistiques. Je m'en suis bien rappelé, celle-là. Vous voulez nous mettre dans les statistiques. Ce n'était pas du tout mon intention. Mais voilà, ça a blessé. Et donc, vraiment, là-dessus, je recommande pas de le faire. Si les salariés ont envie, on peut leur en parler. Si on est en confiance avec eux, on peut leur en parler en disant, voilà, si tu veux, puis en leur présentant aussi les avantages que ça comporte pour eux, parce que ça peut comporter des avantages en termes d'aménagement de poste, du temps de travail, etc. Mais il ne faut pas en tout cas que ce soit l'argument de l'amende. C'est pas possible, parce que c'est trop blessant, je pense. Aurore qui dit on parle énormément aujourd'hui des profils e-player. Oh là là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un profil type un peu stéréotypé. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis complètement d'accord, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve, moi. Mais voilà, là-dessus, je suis un peu, ceux qui me connaissent, je suis un peu comment dire intransigeante. Ouais, et puis j'ai la parole un peu libre, mais en plus, ça veut rien dire, les profils et players. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est les profils qu'on fait les meilleures écoles. C'est n'importe quoi. En fait, je pense que chacun a sa définition du A-player. Ça veut rien dire. C'est encore interprété, voilà. Donc, je suis d'accord, c'est un profil un peu stéréotypé. Stéréotypé sans être stéréotypé, parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc voilà, mais j'ai entendu récemment, ou j'ai lu sur LinkedIn, voilà, c'était quelqu'un qui disait que les players, voilà, c'était uniquement les gens qui venaient de très grandes écoles de commerce et qu'il fallait
qu'il fallait ce type de personnes qui pensaient plus vite que les autres, qui avaient été sélectionnées à un moment donné pour être les meilleurs et qui le seraient aussi en entreprise. Et alors moi, je suis quand même la bonne personne pour en parler parce que j'ai fait HEC. Donc, pour le coup, je suis la bonne personne pour critiquer ça. C'est même pas parce que la limite, en plus, ces gens-là sont capables de vous dire, c'est parce que c'est de la frustration, parce que tu n'as pas fait ce genre d'école. Alors non, désolée, j'ai fait la même. Et je ne pense pas que toutes les personnes qui étaient dans ma promo étaient des A-players ou des personnes incroyables. C'est des personnes qui étaient très bonnes à l'école, qui ont réussi des concours qui étaient très... Alors en plus, en concours, ces concours-là, on ne parle pas de business, on ne parle pas de management ou rien du tout. Hein. C'est des concours, c'est histoire géo, maths, en langue, droit. Donc oui, des gens qui sont très bons à l'école. Est-ce qu'ils seront ensuite derrière des très bons managers, des très bons salariés, des personnes qui vont apporter de la valeur à l'entreprise, mais pas forcément, il ne faut pas tout mélanger. Donc, et c'est pour ça qu'après, la responsabilité, elle est à l'entreprise de mettre en place des process de recrutement qui sont adaptés, qui vont tester les bonnes compétences, que ce soit les compétences techniques ou l'adéquation aux valeurs. Elle est là, la responsabilité de l'entreprise. Ce n'est pas se fier à un intitulé d'école ou quoi que ce soit. N'importe quoi. Là-dessus, franchement, ça m'énerve. Justement, Robin nous partage et je suis complètement d'accord avec toi, Robin, l'étude de Judith sur la diversité et l'inclusion. Alors, en start-up, était super intéressante que tu as réalisée. Je vois si je l'ai pour la partager dans le chat parce que je pense que ça peut intéresser. Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Si tu veux faire ta conclusion, parce que le temps, je vais le trouver si tu veux faire ta conclusion. Ouais, comme ça, je conclue effectivement le temps est passé super vite ce matin. Vous avez eu beaucoup de questions, donc c'est cool. Avant de conclure, j'ai envie de vous partager quelques actus. De notre côté Aego, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Dans un premier temps, c'est la newsletter People Ops. Alors, le People Ops, c'est justement cette approche qui aide les ressources humaines à améliorer l'expérience employée. Et du coup, moi, toutes les 2 semaines, je partage des retours d'expérience, des conseils, des choses les plus concrètes possibles, des templates aussi, des petits outils qui vont vous aider à attirer, motiver et fidéliser vos talents. Et ça passe par plein de sujets. Parfois, ça va être de la diversité, de l'inclusion. Parfois, on va parler de marque employeur. Voilà, il y a vraiment plein de sujets. Donc, si vous rencontrez ces enjeux-là, je pense qu'on est tous un petit peu en train de les rencontrer. Mais voilà, si ça vous intéresse d'avoir des ressources sur ces sujets, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est complètement gratuit. Et je vous partage aussi le livre blanc sur le People Operation. Justement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette approche-là nouvelle qui débarque en France, mais qui n'est pas du tout révolutionnaire dans le sens où c'est une approche qui existe depuis déjà les années 2000 et qui est née côté Google. Je vous en dis pas forcément plus parce que le temps nous manque et je pourrais en parler, je pourrais faire tout un webinaire que sur ça. Mais voilà, je vous invite à checker ce livre blanc. Pareil, c'est gratuit et libre d'accès. Vous avez juste à cliquer sur les liens que je peux vous partager aussi dans le chat si ça vous intéresse. Est-ce que toi, de ton côté, peut-être, Judith, il y a des petites actus, des choses comme ça qui se passent que tu avais envie de partager avant de conclure? Maintenant, tu sais, moi, je suis, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans mon poste. Oui, voilà. Je suis pas freelance. On me demande des fois si je fais des formations. Je dis non. Je renvoie vers mes collègues qui en font des très bien. Mais non, pas spécialement. Je vais intervenir dans un mois. Welcome to the Jungle. Ils font un gros événement B2B donc, sur ce que veulent les talents. Donc, pour une fois, ce ne sera pas sur les sujets de D&I. Mais voilà. Mais en tout cas, je voulais tous vous remercier. Vous avez été super. Les questions étaient hyper pertinentes. Donc, j'espère que ça a pu vous apporter des éléments de réponse à vos questions et puis des informations intéressantes, complémentaires de ce que vous saviez déjà. Puis, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions plus spécifiques auxquelles je pourrais répondre, des demandes sur des prestataires, justement, sur des actions, des actions que vous avez envie de mettre en place, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. J'essaierai de vous répondre rapidement. Super. Pareil, de mon côté, je suis ouverte s'il y a des personnes qui veulent échanger avec moi sur des sujets diversité, inclusion, people operation, accompagnement des ressources humaines avec plaisir. Et je vous ai partagé, pour conclure, le dernier sondage de ce webinaire de 1 à 5. À quel point êtes-vous satisfait de ce webinaire? C'est important pour nous. On a passé un très bon moment et on espère du coup que vous aussi. Je regarde un petit peu ce que vous nous avez partagé du coup. Pour l'instant, on a 79% des personnes qui ont répondu 5 sur 5 et 21%
4 sur 5. Donc, je pense qu'on est tous contents. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit à tous et je vous dis à très bientôt. Encore merci, Judith. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.